Il disait qu'il n'existait plus de rempart capable d'arrêter les Mongols. Le monde entier semblait dérouler sous leurs sabots, cités incendiées, bibliothèques en cendres, armées écrasées avant même d'avoir pu combattre. Et pourtant, au cœur de l'été 1260, dans un vallon ordinaire de la Palestine, un petit groupe d'hommes porta une stratégie si audacieuse que pour la première fois depuis des années, la horde mongole alla de chasseuse à chasser. Quelle était cette tactique secrète qui transforma la peur en espoir et la poursuite en piège martel? C'est l'histoire de cette manœuvre et de ceux qui acceptèrent d'en payer le prix. La chute de Bagdad, à l'aube de 1258, reste gravée comme un tournant. Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, avait conduit ses forces à travers la Mésopotamie avec une brutalité méthodique. Les chroniqueurs arabes, persans, parfois européens, racontent des scènes d'une violence extrême, villes prises d'assaut, populations massacrées ou réduites à l'exil, et un parfum de terreur qui s'insinua jusqu'au rivage méditerranéen. Les chiffres précis varient selon les sources. On parlera ici de milliers et de destructions massives selon certaines chroniques, sans prétendre à l'exactitude comptable. L'essentiel est ailleurs. La perception d'une invincibilité mongole née de leur mobilité, de leur méthode et de leur capacité à frapper partout. Cet état d'esprit tenait à la nature même de l'armée mongole. Leur force n'était pas seulement numérique, c'était une machine à déplacer la peur. Les hommes montés sur de petits chevaux robustes, armés de l'arc composite, agiles et endurants, se déplaçaient avec une discipline et une coordination qui surprenaient les armées lourdes occidentales et les formations plus lentes du Proche-Orient. Ils combinaient vitesse, feinte, harcèlement et l'utilisation systématique de la fausse retraite pour briser la cohésion ennemie. Ils savaient pousser un adversaire à rompre ses propres règles. Face à cette menace, l'Égypte mamelouk ne pouvait rester passivement à regarder. Après la marche de Hulagu, la crainte qu'une poussée vers l'ouest ne mette bientôt en péril l'ensemble du monde méditerranéen et l'islam sunnite créa une urgence stratégique peu commune. Si les Mongols franchissaient le Nil, si leur cavalcade ne trouvait plus d'obstacles, c'était un changement irréversible. Dans ce contexte, deux hommes émergèrent au premier plan d'une décision qui allait tout changer. Le sultan Kutuz et son lieutenant Baybars. Kutuz, origine et rôle. Né esclave, devenu sultan, chef militaire pragmatique, il monta rapidement à la tête des forces mamelouks d'Égypte au moment où la menace mongole se précisa. Son ascension n'était pas romantique, elle se fit par des alliances, des renversements et une volonté d'acier. En 1260, Kutuz prend la décision de sortir d'Égypte pour rencontrer l'ennemi loin de son territoire et l'arrêter avant qu'il ne franchisse le Nil. Baybars, origine et rôle. Baybars, aussi connu sous le nom de Baybar, était un chef militaire de la même origine mamelouk, lui aussi libéré de l'esclavage, puis élevé par la discipline castrale des élites militaires. Chef de l'aile droite, il apporta à Kutuz non seulement son courage, mais une vision tactique et une capacité d'exécution qui allaient s'avérer décisives. Baybars n'était pas seulement un lieutenant, il était le praticien capable d'inscrire sur le terrain la stratégie imaginée au conseil de guerre. Kitbuka, le général mongol, lieutenant de Hulagu, vétéran des campagnes en Syrie et en Mésopotamie, Kitbuka commandait l'avant-gardia mongole qui opérait souvent comme la pointe de l'épée. Rapide, audacieux, il incarnait la logique offensive mongole, frapper vite, exploiter les faiblesses, poursuivre sans relâche. Hulagu Khan, le moteur stratégique. Chef suprême de la campagne, il avait envoyé ses forces plus loin à l'ouest après Bagdad. Son but n'était pas simplement de ravager, c'était d'étendre l'autorité mongole, d'imposer une nouvelle géographie du pouvoir. Pourtant, à la veille d'Ain Jalut, Hulagu n'était pas présent avec l'élite de ses troupes. Une partie de sa force restait dispersée, engagée ailleurs. Cette dispersion allait créer une fenêtre pour les Mamelouks. Les Mamelouks, qui étaient-ils vraiment ? Des esclaves soldats, recrutés pour leur force et leur loyauté, formés dans des camps, élevés pour maîtriser l'équitation, l'arc et le sabre.
Ils n'étaient ni nobles de sang, ni guerriers féodaux classiques. Ils formaient une caste martiale, strictement entraînée à obéir et à exécuter les ordres. Cette discipline, venue de l'esclavage, s'avéra paradoxalement une ressource stratégique. La capacité d'un corps d'armée à effectuer des manœuvres risquées et coordonnées dépendait de la confiance mutuelle et de la docilité aux ordres. Sans elle, la tactique secrète n'aurait été qu'un rêve. La stratégie choisie par Kutuz et Baybars se résumait à une phrase qui deviendrait le cœur de notre récit: attirer la vanguardia mongole dans un piège creusé par la géographie et scellé par une feinte. La retraite simulée n'était pas une simple illusion, c'était un pari sur la psychologie de l'adversaire et sur la maîtrise du terrain. Expliquer la feinte, c'est d'abord comprendre pourquoi elle marchait sur les Mongols. Ces cavaliers étaient des poursuivants nés. Leur entraînement et leur tactique favorisaient la poursuite agressive. Quand une ligne ennemie se brisait, ils savaient fondre sur la fuite pour la transformer en boucherie. Ce comportement avait un avantage immense en campagne ouverte. Il permettait d'exploiter la vitesse pour désorganiser l'ennemi. Mais c'était aussi une habitude, un réflexe exploitable. Une armée qui savait se retirer avec discipline pouvait transformer ce trait en piège. Si l'ennemi court après un leurre, il s'éparpille et perd la cohésion qui le rend dangereux. La topographie fut l'autre moitié du secret. Ain Jalut, littéralement la source des géants selon certaines interprétations toponymiques, n'était pas un théâtre grandiose, mais un entonnoir naturel, un vallon étroit bordé de collines, un couloir suffisant pour les charges et la poursuite, mais dangereux pour une force excessive de manœuvre une fois engagée. Le terrain contraignait la mobilité d'un grand nombre de cavaliers et favorisait les unités postées sur les hauteurs, qui pouvaient attendre, observer et frapper au moment choisi. C'était un piège qui, s'il était fermé au bon instant, transformait la supériorité mobile en talon d'Achille. Mais imaginer la manœuvre sur une carte n'est pas la même chose que la faire. La retraite simulée exigeait une discipline presque monastique. Les troupes chargées de jouer les fuyards devaient résister à l'instinct, ne pas se retourner, ne pas rompre la ligne, maintenir suffisamment de cohésion pour que la poursuite mongole s'allonge au-delà du point de non-retour. De l'autre côté, les unités embusquées devaient apprendre le silence. Aucun mouvement pour ne pas révéler leur présence, aucune trace visible. Un ordre unique, net, devait déclencher la volte-face générale, le déploiement des forces cachées et le choc. Le timing était l'âme de la tactique. Trop tôt, et les Mongols auraient contenu la contre-charge. Trop tard, et la vanguardia se serait éclipsée hors du piège. On comprend donc l'audace de Kutuz, risquer une simulation de déroute, exposer une partie de ses hommes à la poursuite ennemie pour attirer le reste dans un étau. Le secret n'était pas seulement la feinte, c'était la coordination entre un corps d'armée visible, une force cachée et un signal parfait. C'était oser jouer le rôle de la proie pour transformer l'ennemi en chassé. Avant d'entrer dans la séquence qui allait précipiter l'histoire, il faut poser la scène matérielle. Les Mamelouks quittent l'Égypte au printemps, traversent le Sinaï, puis s'avancent le long des côtes palestiniennes. Leurs chevaux, soignés, portent encore la suie et la poussière d'un long voyage. Le cuir claque, les selles grincent. Les hommes parlent peu. Les ordres sont donnés par signes, bref, car la surprise est un credo. Baybars, observateur à la fois calme et impétueux, passe de troupe en troupe pour mesurer l'âme de ses hommes. Prêt, oui, mais tendu. Kutuz, plus grave, sait que la décision est irrévocable. Sur sa peau, la responsabilité d'une région entière pèse comme une armure lourde. Le dispositif se déploie à l'approche d'Ain Jalut. Quelques avant-postes mongols, sous le commandement de Kitbuka, avancent en éclaireur, sondant le terrain, testant la réaction des Mamelouks. Les Mongols, convaincus par leur propre poursuite, reconnaissent l'opportunité. Une ligne adverse qui recule, une proie en fuite, ils accélèrent. Là commence le jeu. La première phase est lente et calculée. Une section de cavalerie mamelouk, volontairement plus modeste, engage une escarmouche légère. Elle feint la panique, en abandonnant quelques positions, en sacrifiant des signes de résistance pour que l'ennemi prenne confiance. Le bruit du fer, le choc bref, la fuite ordonnée, tout est mis en scène. Plus loin, sur les collines, des ombres restent immobiles. Les visages des hommes cachés sont masqués par des bandeaux d'étoffes, des branches, des peaux d'animaux.
leur respiration se mêle au vent, à peine perceptible. Un silence presque religieux tombe sur eux. Ce silence est l'autre art de la guerre, la patience avant l'orage. La seconde phase dépend entièrement de la psychologie ennemie. Les Mongols, sentant l'ouvert de la victoire, poussent leur avantage. Leurs vanguardia, à l'avant de la colonne, se précipitent dans le couloir. Leurs chevaux, habitués aux longues poursuites, avalent les lieux. Les archers tirent en arrière, harcelant de flèches avant même de se rendre compte qu'ils sont isolés. La ligne mongole s'étire, la cohésion s'effiloche. À ce moment, l'habitude de la chasse devient piège. La poursuite ne peut plus se replier aisément, car elle s'est prolongée. Il faut insister sur la difficulté morale et technique de cette démarche pour les Mamelouks eux-mêmes. Jouer la fuite, exposer des frères d'armes, espérer que l'ennemi poursuive au-delà d'un point sûr, c'est demander à des hommes d'accepter la mort possible d'une partie d'entre eux pour le salut de beaucoup. C'est un calcul froid. La frontière entre un geste héroïque et une folie meurtrière est mince. Kutuz et Baibars mesurèrent ce prix. Et ils le jugèrent acceptable, non pas par cruauté, mais par la certitude stratégique que l'enjeu dépassait la vie de centaines d'hommes. La préparation technique du piège impliqua plus que de simples embuscades sur des collines. Les forces camouflées devaient couvrir les flancs, prêtes à couper toute retraite. Des escouades de fantassins, pour ceux qui les avaient, attendaient dans les replis, prêtes à s'opposer à toute tentative de sortir. Des archers se positionnaient pour tirer à courte portée, transformant le vallon en un corridor où la pluie de flèches serait mortelle. Les sabres, les lances et les masses étaient tenus dans l'ombre, prêts à finir l'œuvre quand la charge ennemie serait enfin prise au piège. Pour sceller le tout, il fallait un signal clair, non pas un chuchotement, mais un ordre dont l'écho se propagerait comme un ouragan. Les chroniques évoquent parfois des trompettes, d'autres fois des bannières levées. La version précise est indéfinie d'eau selon les sources. Qu'importe le son exact, l'idée reste la même. Un mot, un geste, et la feinte cessait. Les volontaires qui feignaient la fuite devaient se retourner ensemble, engager, tenir, et permettre aux forces embusquées de s'abattre. Le timing était la clé. Il fallait que les Mongols soient suffisamment engagés pour ne plus pouvoir se replier, mais pas encore entourés d'une force supérieure. À mesure que la journée avançait, la poussière s'épaissit. Le soleil chauffait les pierres. L'air vibrait d'une odeur de cuir chauffé et de bêtes haletantes. Les drapeaux mamelouks, sobres, semblaient absorber la lumière. Les Mongols, au contraire, portaient une allure plus nomade, fourrure, cuirasse légère, arc tendu. L'instant approchait. Les premiers signes de la poursuite étaient déjà évidents. L'avant-garde mongole, menée par Kitbuka, pressait ses hommes, envoyant de petits groupes pour harceler. Les Mamelouks reculèrent à l'apparence, mais chaque recul était contrôlé, mesuré. Baibars observait, ses yeux scrutant le mouvement comme un maître shaman attendant que son adversaire prenne la pièce qu'il va sacrifier. Un micro-gâcheur narratif? Non, mais une petite rupture de rythme ici aide l'attention. La plus dangereuse habitude mongole était aussi leur talon d'Achille. Les premières lignes mongoles entrent désormais dans le couloir qui mène au vallon. Leur vitesse, leur confiance, leur soif de ne laisser aucune proie échapper à leur lame, tout cela les pousse plus loin. Les unités de reconnaissance rapportent que la poursuite est plus rapide qu'espéré. Kutuz, qui a le regard d'un homme pesant des empires, sent le moment. Baibars aussi. Les jeunes officiers se tiennent prêts, les doigts sur les rênes, les gants serrés. Cependant, rien n'est acquis. Le piège, pour être parfait, exigeait encore que les forces embusquées restent invisibles aux yeux de l'ennemi. Une bannière mal placée, un feu mal éteint, un cavalier imprudent, autant de détails minimes pouvaient faire échouer l'ensemble. Un seul souffle non contrôlé pouvait détruire des semaines de préparation. C'était une danse avec la fatalité. Puis, la chance stratégique, ou peut-être la misère du hasard, offrit un queue d'eau. La poursuite mongole s'étira davantage qu'on ne l'aurait imaginé.
Les avant-gardes, enivrés par la perspective d'une victoire facile, s'engagèrent dans le goulot de Ain Jalut. Leurs rangs s'étendirent, l'espace entre les compagnies grandit, les formations se dispersèrent. Un murmure parcourut les hauteurs. C'était le moment ou jamais. Et la narration s'arrête ici, au bord de l'abîme. Les Mongols, confiants, avalent désormais le terrain qui les mène vers l'étau. Les Mamelouks cachés retiennent leur souffle, prêts à lancer l'ordre qui transformera la poursuite en encerclement. Les chevaux hennissent, les arcs se dressent. Un seul geste, un seul cri, et la logique de la bataille basculera. Les hommes qui avaient choisi de perdre pour mieux gagner sentent la limite entre la maîtrise et le chaos. Le gouffre est proche, et la phrase qui devait faire basculer l'histoire reste suspendue, comme la tension avant l'orage. Si cette description de la tactique et de ses préparatifs vous captive et que vous voulez comprendre pas à pas comment un petit groupe a osé défier l'invincibilité, abonnez-vous pour suivre la suite détaillée de ce récit stratégique. La prochaine séquence révélera le moment précis où le signal sera donné, la manière dont le piège se refermera et les conséquences immédiates pour les commandants des deux camps. Pour l'instant, retenez ceci. La tactique secrète n'était pas une astuce isolée, mais une architecture combinant connaissance du terrain, discipline implacable et lecture fine de l'adversaire. Le reste, le choc, la panique et le verdict du champ de bataille se joueront dans les minutes qui suivront. Les hommes sont prêts, les sabots frappent la terre, les veines de l'histoire sont tendues à l'extrême. Le silence qui pesait sur les hauteurs se rompit d'un seul trait, mais personne ne saurait dire avec certitude s'il s'agissait du son d'une trompette, du claquement d'un étendard ou d'un cri sec lancé par un capitaine invisible. Les sources diffèrent et la forme exacte du signal reste indéfinie d'eau. Ce qui compte, dans la logique du moment, c'est l'effet. Un ordre, bref et unanime, traversa les rangs mamelouks comme une lame froide. Celui qui jusque-là avait reculé par jeu et par ruse changea d'axe. Ceux qui hivernaient dans l'ombre des collines se mirent en mouvement. Les hommes que l'on avait préparés pour jouer la fuite tournèrent leurs montures, se rangèrent côte à côte et montrèrent leur dos, non pas à la défaite, mais à l'instant où la chasse devait se transformer en prise. La première impulsion fut brutale. Les archers mamelouks, qui depuis des heures avaient gardé la respiration, lâchèrent une salve de traits rapprochés qui frappa en un instant les avant-gardes mongols. Le sissement des flèches, si bien réglé qu'on aurait pu croire à un seul souffle divisé en milliers de lames, créa une désorganisation immédiate. Les cavaliers mongols, surpris, durent tendre leurs arcs en défense, tandis que Baïbars commandait, ordonnait encore. Ici une charge pour enfermer, là une escouade pour couper une retraite, et sur les hautes pentes, des hommes descendaient, contrôlant les flancs comme des tenailles qui se referment. La géographie joua son rôle avec la cruauté d'une justice naturelle. Dans le couloir étroit, la mobilité qui avait fait la force des Mongols se mua en faiblesse. Les chevaux, comprimés, ne pouvaient plus utiliser leur fulgurante volée. Les formations se comprimaient, s'embrouillaient. Là où la vitesse avait permis jusqu'alors d'écraser des armées ennemies en dépit d'un nombre inférieur, la même vitesse, désormais contrainte, offrait aux Mamelouks une cible cohérente. Dès lors, la bataille cessa d'être une poursuite exponentielle et devint une série de chocs locaux, violents et organisés. Kit Bouka, en tant que chef de l'avant-garde, comprit trop tard l'ampleur du piège. Homme d'expérience, il tenta de redresser la situation, de rassembler les unités dispersées, d'imposer la loi martiale qui avait si souvent servi les armées mongoles. Mais la cadence de la manœuvre mamelouk et la coordination de leur contre-charge le prirent à revers. L'ennemi ne se contenta plus d'attaquer l'avant, il envahit les flancs. Les hommes cachés sur les collines pressèrent, réduisant les portes de sortie, et la coupure entre la tête de la colonne mongole et ses arrières devint rapidement évidente. La violence des combats, cependant, n'était pas un spectacle lisible en noir et blanc. Chaque poussée fut payée en vies humaines, chaque ralliement en sueur et en sang. Les chroniques, prudentes, parlent de lourdes pertes des deux côtés, mais pour des chiffres précis, elles renvoient à des récits locaux divergents. On parlera donc, avec mesure, d'un bilan humain lourd, mais d'un nombre exact indéfini selon les sources. Il est essentiel de rappeler cette incertitude. La guerre n'est pas un battage de chiffres, elle est une somme de destins brisés et la victoire porte toujours son épaisseur de deuil. Au centre de la mêlée, la figure de Baïbars se dessine avec une détermination mécanique.
Là où la tension aurait pu briser des unités moins disciplinées, il maintint le rythme des contre-attaques. Là où la bravoure individuelle aurait pu s'égarer en gestes suicidaires, il imposa la ligne. Ses cavaliers, entraînés à plier sans rompre, agirent comme une machine réglée. Ils poussèrent, scindèrent, firent céder la cohésion mongole. Là où la foule mongole s'éparpillait, la colonne mamelouk, compacte et concentrée, martelait. Kitbuka finit par être isolé. Les récits racontent qu'il tenta de tenir une position pour tenter une retraite organisée, qu'il ordonna des contre-charges et qu'il chercha à percer le cordon. Mais la dynamique de la bataille ne lui laissa que des options incertaines. À un moment crucial, pris entre la pression des forces montantes et l'effondrement de ses hommes fatigués, il fut renversé. Les chroniques mamelouks rapportent son arrestation et son exécution peu de temps après, détails qui figurent dans leur mémoire comme un fait décisif. D'autres sources, plus prudentes, laissent des zones d'ombre sur la nature exacte de sa mort et sur la façon dont elle s'inscrivit dans le déroulement de la bataille. Pour ces éléments précis, on devra encore se remettre à des versions parfois contradictoires et marquer l'indéfini. Ce qui reste certain, et qui fut sans doute le coup de massue symbolique pour l'armée mongole, c'est la disparition de leur chef de vanguarde. La perte d'un capitaine d'une telle stature transforma le désordre tactique en panique stratégique. La panique est un phénomène contagieux. Quand une tête chute, la queue croit qu'elle est blessée. Les soldats mongols, qui quelques heures plus tôt se croyaient invincibles, virent alors s'effondrer leur morale. Les compagnons se séparèrent, les rangs s'écartèrent, les Mamelouks ne se contentèrent pas d'achever ceux qui tombaient. Ils poursuivirent, méthodiques, les colonnes désorganisées, contrôlant leur avancée pour éviter de se heurter à une contre-attaque encore possible. Les fuyards furent traqués, harcelés, et bientôt la poursuite qui avait commencé comme arrogance devint fuite honteuse. Cette victoire, brutale et précise, porta un coup politique majeur. L'armée mongole, habituée à imposer sa loi jusque dans les villes conquises, avait désormais un revers cuisant inscrit dans une vallée palestinienne. La nouvelle circula vite, comme un incendie dans un pays en herbe. L'ascendant mongol, qui jusque-là paraissait inarrêtable, avait une faille exploitable. Cela n'effaçait pas la puissance de l'empire de Houlagou, mais c'était une fracture symbolique dont les répercussions allaient dépasser le champ de bataille. Immédiatement après la bataille, le regard politique se tourna vers l'Égypte et vers ses chefs. Koutouz, porteur de la décision de rencontre, posa les jalons d'un nouvel équilibre régional. Sa victoire renforça la légitimité des Mamelouks non seulement comme une force militaire, mais comme l'instance capable de protéger une sphère culturelle et religieuse menacée. Une légitimité qui, à terme, remplacerait celle des anciens pouvoirs. Les citadelles politiques et morales furent établies non seulement par la force des armes, mais par l'effet d'un récit, celui d'un peuple prêt à prendre des risques calculés pour défendre sa terre. Pour autant, la victoire n'effaça pas la brutalité de la guerre. Les descriptions des combats et des suites immédiates doivent s'accompagner d'une mise en garde éthique. L'exécution des prisonniers, les représailles, les corps laissés dans la poussière sont des faits rapportés par les chroniques, mais leur évocation ne doit ni glorifier ni embellir. La guerre, même victorieuse, est une tragédie. Elle demande de la lucidité et du recul face aux actes commis. Rappeler le contexte ne consiste pas à exalter des actes qui, aujourd'hui comme hier, impliquent des décisions lourdes de conséquences humaines. La portée stratégique de la bataille d'Aïn Jalut fut pourtant profonde. Sur le plan immédiat, elle arrêta en pratique la poussée mongole vers l'ouest. Houlagou disposait d'une armée gigantesque, mais l'effort logistique et la dispersion de ses forces, combinés à des événements politiques dans différentes régions de l'Empire, firent que ces grandes colonnes de conquête ne purent être soutenues indéfiniment à l'extrémité occidentale. Aïn Jalut signa pour une génération au moins la limite occidentale de l'expansion mongole. C'était la première grande défaite en terrain ouvert de l'armée issue des steppes, et ce signal, plus que la perte en soi, modifia la perception de leur invincibilité. La signification historique, cependant, ne s'arrête pas à un simple bilan territorial. La victoire permit l'affirmation des Mamelouks comme un nouvel acteur régional. Baybars, en particulier, vit sa réputation grandir. Tacticien habile, meneur immétoyable lorsqu'il le fallait et politique avisé ensuite, il se posa en figure centrale des années à venir. Mais le chemin du pouvoir fut marqué par la violence interne. Peu après la bataille, Koutouz fut assassiné lors d'un complot dont les motifs et les commanditaires exacts restent sujets à débat.
Certaines versions contemporaines et postérieures évoquent la participation d'hommes proches de Baïbars. D'autres récits mettent en avant des émissaires étrangers ou des querelles internes au sein des Mamelouks. La vérité complète demeure partiellement voilée par l'opacité des intérêts et par la nature des sources. Il est donc nécessaire d'aborder cet épisode avec prudence. Koutouz fut tué, c'est un fait, mais l'attribution définitive du crime à un individu ou à une faction particulière reste indéfinie. Quoi qu'il en soit, l'assassinat laissa un vide politique qui fut rapidement comblé par Baïbars. L'ascension de ce dernier ne fut pas simplement le fruit d'un coup de théâtre, elle résulta d'un processus de consolidation du pouvoir, d'un réseau de loyauté noué dans l'enthousiasme de la victoire et dans la discipline des camps. Baïbars sut exploiter la dynamique militaire et la crédibilité acquise pour se hisser au sommet. Une fois en position de force, il transforma la victoire d'Anjalut en un programme politique, renforcement des défenses, campagnes en Syrie, réorganisation des forces et volonté de faire de l'Égypte mamelouk une puissance durable plutôt qu'un simple bastion réactif. La politique de Baïbars fut marquée par deux traits, l'efficacité et la dureté. Il reconnut l'importance d'un État militaire bien structuré, capable non seulement de repousser des invasions, mais aussi d'asseoir sa souveraineté sur des territoires conquis. Il entreprit des campagnes pour reprendre et sécuriser des villes, pour construire des fortifications, pour réorganiser la chaîne de commandement. Son règne marqua une transformation, les Mamelouks cessèrent d'être une force de voilà et devinrent une dynastie institutionnalisée, avec un appareil d'État qui s'appuya sur la mémoire de la victoire d'Anjalut comme preuve tangible de sa légitimité. Mais la consolidation du pouvoir a un prix. Baïbars, résolu à éviter les divisions internes, sut parfois user d'actions brutales contre de possibles rivaux. L'histoire politique des Mamelouks après Anjalut est teintée de ce réalisme froid. La survie d'un régime fondé sur la force exige parfois des mesures extrêmes. Ici encore, il serait malvenu de décrire ces actes comme inéluctables ou exempts de jugement moral. Ils sont plutôt les manifestations d'un âge où la violence et le pouvoir politique étaient souvent corrélés, et où la construction d'un État imposait des choix tragiques. Sur le plan international, la défaite des Mongols à Anjalut ne signifia pas qu'ils disparurent comme force géopolitique. Les Khans conservèrent d'immenses territoires et les dynamiques internes à l'Empire eurent leurs propres évolutions. Mais pour la Méditerranée orientale et le monde islamique orienté vers le Levant, la bataille constitua un point d'inflexion. Les croisés, les principautés locales et les royaumes voisins virent dans la résistance mamelouk un rempart qui modifiait leur stratégie, parfois en les soulageant, parfois en les contrariant. Le théâtre politique du Levant fut redessiné. Les Mamelouks avancèrent dans une posture nouvelle, ni seulement défensive, ni purement expansionniste, mais gouvernant depuis la puissance acquise par leurs armes. La leçon militaire d'Ain Jalut demeure étudiée dans les écoles de stratégie. La supériorité technique ou numérique n'est pas toujours suffisante. La connaissance du terrain, la psychologie de l'ennemi et la discipline interne peuvent renverser des réputations entières. La retraite simulée, quand elle est exécutée avec rigueur, se révèle une arme conceptuelle redoutable. Pourtant, derrière l'idée stratégique, il y a des visages et des choix. Des cavaliers qui acceptent d'être la proie pour sauver la masse, des officiers qui misent la vie de leurs hommes sur un timing, des chefs qui pèsent les conséquences morales de leurs décisions. Dans les décennies qui suivirent, l'héritage d'Ain Jalut fut à la fois tangible et symbolique. Tangible parce que l'Égypte devint pendant longtemps le cœur d'un empire mamelouk influent et parce que les routes et les citadelles du Levant connurent un redéploiement politique durable. Symbolique parce que la bataille démontra que la machine mongole n'était pas infaillible, que ses succès dépendaient d'un ensemble de conditions que des sociétés organisées pouvaient, avec courage et calcul, mettre en défaut. Cette leçon résonna au-delà des frontières, nourrissant les récits de résistance et modulant la stratégie militaire dans de nombreux horizons. Pourtant, il est impossible de parler d'héritage sans rappeler la dureté d'un monde façonné par la contrainte. Les Mamelouks, en se forgeant un pouvoir qui fut à la fois protecteur et autoritaire, inscrivirent dans la région une logique de force qui ne garantissait pas toujours la justice ou l'équité.
Leur capacité à protéger contre l'invasion mongole se surimposa parfois à des politiques internes sévères, et la balance entre sécurité et coût humain resta toujours, et restera peut-être toujours, une interrogation éthique. La question qui persiste à la fin de cette histoire est celle du prix. Quel est le coût acceptable pour préserver une civilisation ? Les Mamelouks ont choisi la défense active, une tactique risquée, des vies données en offrande à la sauvegarde d'un ordre plus vaste. La victoire d'Ain Jalut a empêché, selon nombre d'historiens, une possible extension immédiate de la conquête mongole vers l'ouest. Elle a aussi inauguré une ère dans laquelle des hommes comme Baybars pouvaient incarner à la fois le salut et la dureté. On ne sort pas indemne d'une telle dialectique. En retenant la leçon stratégique, on doit donc également s'attarder sur la dimension humaine. La retraite simulée, le piège du vallon et la contre-attaque décisive sont des éléments fascinants de l'art de la guerre, mais ils ne doivent pas masquer les visages. Les cavaliers épuisés, les familles qui apprirent la nouvelle du retour brisé des leurs, les villes qui virent leur sort se jouer selon le destin d'un ordre crié sur un champ de pierre. L'histoire n'est pas seulement une succession de manœuvres habiles, elle est le tissu d'êtres vivants dont les existences furent transformées. Aujourd'hui, à l'aune de plusieurs siècles et d'un recul qui permet une lecture moins passionnée, Ain Jalut apparaît comme une intersection entre la tactique et la morale, entre la géographie et la volonté, entre l'audace individuelle et la destinée collective. La tactique secrète qui a anéanti la horde mongole, si l'on accepte d'appeler ainsi la retraite simulée orchestrée dans le vallon, n'a pas été un simple tour militaire. Elle fut l'expression d'une civilisation qui choisit de se battre pour sa survie, acceptant les paradoxes que cette décision impliquait. Nous pouvons tirer plusieurs enseignements contemporains de ce récit. Le premier est stratégique. La connaissance du terrain et de la psychologie de l'adversaire est souvent plus déterminante qu'une supériorité apparente. Le deuxième est politique. La légitimité obtenue par la victoire militaire peut se transformer en autorité durable, mais elle porte avec elle l'obligation morale de gouverner avec sagesse. Le troisième est humain. La guerre laisse des traces qui ne s'effacent pas avec les victoires et qui réclament une mémoire respectueuse des victimes. La question finale que laisse Ain Jalut et qui dépasse la simple analyse militaire est celle que nos ancêtres n'ont souvent pas eu le loisir de poser à voix haute. La fin justifie-t-elle toujours les moyens ? Ou, pour parler en termes plus concrets, la préservation d'une société vaut-elle que l'on sacrifie une part de son humanité ? Ce sont des questions qui trouvent leur réponse différemment selon les époques, les cultures et les individus. Dans l'ombre du vallon, des hommes ont choisi une voie, et leurs descendants ont vécu avec le prix à payer. Si ce récit de stratégie, de courage et d'ambiguïté morale vous a intéressé, partagez-le et dites-nous en commentaire, selon vous, la tactique de Kutuz justifiait-elle la violence employée pour la mener à bien ? Votre opinion enrichit la discussion sur ce moment où la ruse, le terrain et la discipline ont changé le cours d'une histoire.